formats. Il y a le Telson aussi, le téléphone sonne, auquel on participe régulièrement. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de demandes et. On a du mal à trouver la salle. Donc ça tourne. Ben, c'est ce que. Ah. Donc il y a plein de gens qui n'arrivent pas à trouver la salle. Ah, j'ai mon. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. On va aller, ouais. On n'a pas nos intervenants surtout. Moi, je suis allé une seule fois à France Inter. Où ça? Avec Ah, Bonjour. c'est la Allez, secrétaire Rémi. de la DES. Ouais. C'était sympa parce Ouais. qu'on avait écrit un bouquin avec Nicolas. C'est celle qui était là hier soir. Sur le Covid, et moi je parlais plus des questions d'interaction Non, pas entre Juliette, mais l'environnement, Juliette, il me semble enfin, nature et santé mentale. D'accord. Ouais. Ah, et moi, en plus, c'est très précieux parce qu'au-delà de l'intérêt que je porte à cette thématique, si vous voulez, moi, c'est une possibilité ensuite, en vous connaissant, alors voilà, en vous rencontrant, mais de pouvoir ensuite vous appeler sur des formats news Oui. et tout ça. Voilà. Ouais. Alors, vous me direz à chaque fois, je vous demanderai simplement, vous êtes disponible, vous avez quelques minutes, tout ça, et puis parfois, oui. J'imagine que c'est assez. Pas forcément, c'est très variable en fait. On n'a pas, il n'y a pas de format de journée préconçue. Parfois, je vais anticiper un sujet. Pardon? Ah oui. Tout le monde est encore en bas. Donc il va falloir repousser un peu Oui, mais le problème, l'intervention. mais moi je veux bien. On a une autre table ronde à 10h30. Si on. Moi, ça m'embête pas du tout, c'est juste que j'ai peur qu'on ait moins de temps. Voilà, parce qu'il commence à parler. Ah, Et ça c'est. Oui. voilà. Ah, ça c'est l'inconvénient. Un quart d'heure, c'était beaucoup trop court pour lui. 15 minutes, c'était trop court. Hein. Ah oui. Il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà. D'accord. Bien alors, on a encore ça. Oui, on va attendre, tu vois, parce qu'il manque deux intervenants. Donc. Non, merci à vous. Ok. Ouais, ça commence à rentrer. Oui, un peu quand même. Ouais. Ouais, ben, je vous le dirai, en fait, la plupart du temps, déjà j'envoie un message, c'est plus simple, parfois j'appelle, mais comme je sais que vous êtes régulièrement, soit en consultation, soit occupé, j'essaie d'envoyer un message écrit. Il répond pas du tout, monsieur Portabonnette, c'est quand même inquiétant. Eh oui. Et peut-être qu'il est resté en se disant que de toute façon ça allait pas commencer tant que l'élocution avait pas. Ah, qui serait avec. Je sais pas. Ouais, mais il devrait répondre par texto. Alors, moi, j'ai écrit plusieurs fois, j'ai jamais eu de. Ah, c'est vrai? Bah ouais. Merde. J'ai jamais eu d'interaction. Pourtant, moi j'ai eu rapidement. Mais peut-être que. Mais c'était par mail. Hein, ouais. Ah bon, il y a Antoine Pio qui arrive, ça c'est sûr. Donc il nous en manquerait qu'un. Bon. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour Victor Delon. Bienvenue. Enchanté. Bonjour. Oui, mais ouais, attends, je vais aller voir. Puisque... Oui, mettez-vous. Ok. Je connais pas très bien. Le premier épisode, en fait, c'est plus sur ce champ-là, premier épisode psychotique, psychose débutant. Moi, je suis pas psychiatre, je suis gériatre. Ah, d'accord, ouais. Ouais, donc, tu t'occupes. Ça m'a pardonné mes imprécisions. Je connais pas. Alors, à part les Toulousains, je connais pas trop. Ah bah, à Lyon, c'est Jean-Michel Doré qui s'occupe de ces questions de psychiatrie du sujet âgé. C'est pas mal développé de choses. C'est pas très développé pour être honnête. Il y a des initiatives, mais au niveau national. Chez nous, il y a tout un pôle sur l'hôpital, c'est relié aux consultations mémoire. Il y a des CMP spécifiques personnes âgées qui sont bien identifiées. Non, c'est pas mal. Mais je suis pas sûr, effectivement, je crois que c'est pas fréquent. Ouais, c'est atypique, ouais. Ouais. Et après, c'est très. Comme ça repose que sur des initiatives locales, en fait, c'est très CHU. En fait. Il n'y a encore pas tout. Ouais, mais en fait, je pense que c'est la même question que pour. Moi, c'était un peu pareil, les interventions auprès des jeunes adultes. Il n'y a pas de cahier des charges national, contrairement à d'autres pays. Donc, du coup, c'est pas. Ça dépend un peu des pratiques du locales. leadership. Surtout, en fait, il faut qu'il y ait à un moment quelqu'un qui s'empare du sujet. Ouais.
jeunes adultes, t'entends quoi? Ce sera les questions là. C'est un sujet assez mouvant. Les limites sont assez mouvantes. Nous, on fait du 18-35 ans. Mais en fait, la plupart des pays qui développent ce type d'intervention, c'est plus ados, jeunes adultes, c'est du 12-25. Il n'y a pas de limite. Il y a même une question, je suis âgé là. La limite d'âge régulièrement, et puis surtout avec le vieillissement de la âge biologique, population, versus âge chronologique. Voilà, Mais bon, il y a moins ce débat chez les jeunes. Tu as l'avancement de la puberté, tu as le retardement de l'émancipation. Oui, c'est vrai. Tant mieux. Oui, c'est vrai. Tout bouge. C'est vrai. On notera le sexe responsable. Guillaume, Tu vas bien? C'est vrai. asseyez-vous là. Ah d'accord. Voilà, oui, c'est pour ça. Parce que comme je vous envoie des messages que je... Oui, je genre... D'accord. La table ronde de Rachel Bogé qui Mayran, elle devait commencer à 9h15, ils ont donc 25 minutes de retard déjà. D'accord, très bien. D'accord. Donc en fait, nous on est plus en avance. D'accord. Ça n'a pas été dit. On note un sexe soit un peu déséquilibré, non? Je suis désolée, je me suis lavé les mains, mais pas essuyé. Ça arrive. On est ravis, en vrai. Moi aussi. Puis après, il faut que j'échange avec vous parce que j'ai plein de questions. Moi aussi. Mais pas là, pas la table ronde en dehors. Je vous donne la parole. Oui, je pose un petit cadre et on parle de l'adolescence au début. D'accord, sur le côté courant, d'accord. Non, moi je suis vraiment très télésanté. Mais c'est vrai que moi j'ai travaillé longtemps au centre mémoire. On avait dans les troubles très précoces. Ensuite, je préfère C'est hyper dur de faire la part entre les symptômes psychiatriques de la démence précoce versus la pathologie psychiatrique. Et comme l'anamnèse est souvent assez merdique, sur la psychoéducation, c'est assez compliqué. Et typiquement, prenez votre temps. tous les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, c'est typiquement le cas où ils sont plus utiles. D'accord, bien poser les choses. En gros, Voilà. Je vais parler au début, au tout début. Alzheimer dans les vies, je pense que ça n'a pas trop d'enjeux. Et là où c'est hyper utile, c'est typiquement qu'on a une grosse implication psychiatrique et symptômes psychologiques ou psychiatriques de la pathologie neurodégénérative. Et typiquement, ça, je veux dire, tout le monde est à poil en France. Le nombre de patients qui arrivent aux urgences en confusion avec avoir un psychiatrie. Ouais, je vous dis, c'est une période de cristallisation Dans le cadre d'une pathologie neurodégénérative débutant acquérir dans la vie, alors c'est petit. Ok, super. Inversement, Et après, et inversement. on déroule ce qu'on s'était dit, sachant que s'il y a des questions en je vais... voilà, j'ai ça, c'est un truc plein de d'actualité. Moi, je l'ai vécu. c'est sûr. Je l'ai vécu il y a 2 semaines. C'est toujours le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je vais essayer de distribuer la parole. Un mec qui avait Toi, une bio qui va arriver un peu vers la fin. pour le coup des troubles cognitifs vasculaires non diagnostiqués, qui a fait une confusion et qu'on a envoyé en psy. J'ai fait en sorte que Une BDA, toutes les comme s'il personnes avait fait une puissent BDA intervenir. 79 ans. C'est juste une Moi, c'est pas petite arrivé compliqué. par fréquence. Et même Monsieur Fond, je vous ferai intervenir aussi assez rapidement. On a parlé de... Enfin, moi, il y a quelque chose que j'avais bien retenu sur 30-40 ans de pays d'addition, mais j'aimerais qu'on parle des habitudes alimentaires aussi, dès le plus jeune, pas le plus jeune âge, mais dès l'adolescence. Ça vous a c'est comme ça que je vous lance. Ça commence à quel âge l'adolescence d'ailleurs? Eh ben, on va le demander à Monsieur Asbart. On va de quel âge parle-t-on? Parce que j'ai l'impression que ça bouge beaucoup et que ça me rajeunit à chaque fois. Oui. Ouais. Allez, moi, 20. Il est 37. J'ai 39. Alors c'est sûrement beaucoup plus précis que moi. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde consacrée à la santé mentale à tout âge, de la petite enfance jusqu'au grand âge. Notre bien-être psychique évolue, se transforme et fait face à des défis spécifiques à chaque étape de l'existence. Pourtant, parler de santé mentale reste encore tabou, même si la parole tend à se libérer ces dernières années. En 1 heure, nous ne pourrons bien évidemment pas traiter de la santé mentale sur toute la vie, mais nous avons choisi 3 âges clés: l'adolescence et le jeune adulte, l'adulte actif
et la personne âgée. L'objectif est clair, mieux comprendre les besoins en santé mentale à chaque période de la vie, identifier les obstacles à une prise en charge adaptée et surtout contribuer à faire tomber les préjugés. 5 personnes autour de moi dans cette table ronde. Il y a d'abord Florian Porta-Bonnette, chef de service de psychiatrie à l'hôpital Charles Perrin à Bordeaux et co-directeur de l'ouvrage La santé mentale en France, paru aux éditions LEH en mai 2024. Bonjour. Bonjour. Frédéric Asbart, vous êtes psychiatre et professeur des universités à Lyon-Est. Bonjour. Bonjour. Antoine Piot, bonjour également. Vous êtes professeur de gériatrie au CHU de Toulouse et directeur médical du groupe Clariane. Enchanté. Dominique Villard, psychologue au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et responsable du programme Pro-Famille en Île-de-France. Bonjour. Et enfin, Guillaume Font, vous êtes psychiatre et docteur en biologie cellulaire et moléculaire aux hôpitaux universitaires de Marseille. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord commencer avec vous, Florian Porta-Bonnette. Vous êtes le coordinateur scientifique de cette table ronde. Débutons par l'adolescence. 1 jeune sur 4 a déjà eu des idées suicidaires, des chiffres en augmentation, on le sait. C'est une période où se cristallisent vraiment les habitudes de vie. Oui, absolument. Bonjour à toutes et tous. Cher Victor, merci beaucoup. Commençons par l'enfance et l'adolescence, bien entendu, c'est assez naturel. Peut-être un mot juste avant, pour revenir sur l'esprit de la table ronde. Pourquoi parler de la santé mentale à tout âge? C'est que fondamentalement, les problématiques de santé mentale sont des problématiques qui accompagnent l'ensemble de la vie dès les premiers mois, j'allais dire jusqu'au dernier jour. La santé mentale, fondamentalement, recoupe un certain nombre de problématiques qui sont très longitudinales au cours de la vie et qui font donc qu'il s'agit d'une préoccupation universelle. C'est d'ailleurs pour ça que ça peut être érigé en grande cause nationale. Vous savez, c'est le thème de l'année 2025, justement parce qu'il y a cet aspect finalement universel, très longitudinal. Alors, cher Victor, la question des personnes les plus jeunes est en effet fondamentale. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est à ces âges, quand on est enfant ou ado, que se cristallisent des habitudes de vie qui probablement accompagneront l'ensemble de l'existence. Et donc, le sujet de la prévention et la promotion de la santé est particulièrement aigu chez les jeunes. Et deuxièmement, parce que, en particulier chez l'adolescent et chez le jeune adulte, on a une période de turbulence d'un cerveau en maturation, d'une construction biopsychosociale qui fait qu'un certain nombre de grands troubles psychiatriques apparaissent en majorité à cet âge-là. Quand on parle de troubles psychiatriques, soyons simples, les plus connus, troubles psychotiques, troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles psychotiques. Troubles psychotiques, c'est la schizophrénie, le plus typique. La schizophrénie apparaît en majorité, vous voyez, entre 15 et 25 ans. Si l'on parle des troubles de l'humeur bipolaires, même histoire, le trouble de l'humeur bipolaire apparaît souvent chez l'adolescent ou chez l'adulte jeune, parfois avec des symptômes même qui apparaissent un tout petit peu avant. La dépression est à peine plus tardive, mais c'est aussi une problématique chez l'enfant et chez l'ado. Tout ça pour vous dire que quand on parle des grands troubles psychiatriques, la période de l'enfance et de l'adolescence est vraiment une période sur laquelle il faut avoir un regard fin, et je parle sous contrôle d'éminents spécialistes autour de moi. Et puis, la prévention et la promotion de la santé à cet âge jeune, c'est aussi de multiples enjeux. Pour n'en citer qu'un et pour n'en retenir qu'un, je penserai à la question des écrans, bien évidemment. Vous savez que l'Académie américaine de pédiatrie, en 2021, a dit que les écrans étaient une urgence sanitaire. Évidemment, ça a été répliqué par tout un tas d'autres instances. Et sans doute, est-ce à cet âge-là qu'il faut être le plus aigu en termes de prévention sur cette question. Frédéric Asbart, vous travaillez au quotidien sur le jeune adulte. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour le public de quelle catégorie d'âge parle-t-on? Jeune adulte, adolescent, parfois la limite est ténue. Alors ça, c'est vraiment une question complexe. Je pourrais en parler longtemps. En réalité, je pense qu'on investigue ce champ un peu de façon à part entière
pour des raisons un peu historiques en psychiatrie, puisque on a finalement d'un côté la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui s'arrête à 18 ans, et la psychiatrie de l'adulte qui aujourd'hui commence à 18 ans. Je dirais qu'en réalité, il y a un processus qui est relativement continu, qui commence aux alentours de 12 ans et qui se termine aux alentours de 25-30 ans, où il y a une grande vague de développement, d'élagage au niveau cérébral, au niveau des synapses, qui est un processus où on observe un pic d'émergence de la plupart des troubles mentaux, qui seront les troubles mentaux de l'adulte dans le futur. Donc en pratique, moi je suis inscrit dans cette historique, et donc je commence à travailler avec des adultes de 18 ans et jusqu'à 30 ans, mais en termes de pertinence clinique, il serait probablement plus logique de pouvoir accueillir des jeunes beaucoup plus tôt dans nos dispositifs, parce que finalement, les symptômes avant-coureurs de ce pourquoi on les prend en charge, en particulier on s'occupe beaucoup de troubles psychiques sévères, dans les troubles psychotiques, émergent plus tôt. Et ce qu'il faut bien comprendre justement, c'est l'importance de les repérer au plus tôt justement. Complètement. Donc dans l'idéal, si on pouvait recevoir les jeunes au moins à partir de 15 ans pour ce type de problématique, ce serait certainement beaucoup plus pertinent. Et on verra ensuite comment vous travaillez avec des acteurs qui sont en première ligne auprès des jeunes par la suite. J'aimerais aussi vous donner la parole à vous, Dominique Villard. Vous avez développé le programme Pro-Famille en Île-de-France. C'est un programme de psychoéducation familiale. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous le présenter ? Mettez bien le micro. Ouais. Plus près, c'est mieux. Vous m'entendez ? Super. Bonjour à tous. Alors, Pro-Famille, c'est un programme de psychoéducation multifamiliale qui est destiné aux proches qui ont une personne atteinte de schizophrénie ou de troubles apparentés, c'est-à-dire tout l'entourage. Le père, la mère, ça peut être les conjoints, des frères et sœurs, des grands-parents, des enfants. Ce programme de psychoéducation familiale, il est en fait... J'ai eu la chance de le développer en région parisienne, en Île-de-France, mais il existe en France depuis les années 2000 et il n'est malheureusement pas encore assez connu parce que c'est ce qui permet à l'entourage familial, ceux qui sont des aidants naturels, d'être aidés. C'est une formation pour mieux accompagner son proche. C'est une formation qui est nécessaire parce que vous avez eu mon collègue tout à l'heure, Florian Portabonate, qui vous a dit que la schizophrénie, c'est 15-25 ans. Donc ça veut dire que c'est un âge où on est encore dans sa famille et où on est très dépendant de son entourage. Pro-Famille, c'est nécessaire parce que la schizophrénie, c'est une maladie encore très mal connue et très stigmatisée. Et ça a un impact évident dans le quotidien. Donc Pro-Famille, c'est un programme de psychoéducation où on fait une véritable formation, où on apprend ce que c'est les schizophrénies, ce que sont les traitements médicamenteux et autres, et où on apprend aussi un savoir-faire face aux proches malades, un savoir-être face aux proches malades, et on apprend à prendre soin de soi. Parce que ce qui est hyper important, c'est que pour aider l'autre, il faut d'abord aller bien soi-même. Et ce n'est pas évident d'emblée de se dire qu'il faut d'abord que je prenne soin de moi. L'impact de la psychoéducation familiale commence à être extrêmement connu. Et c'est même la deuxième façon d'aider le plus le proche après le traitement médicamenteux. Donc, l'idée, c'est de participer à un groupe de psychoéducation qui est un groupe fermé où, ensemble, à 12 participants et 2 animateurs, animateurs qui sont des professionnels formés et qui sont aussi des parents qui sont formés, on va apprendre ensemble à comprendre comment je vais me comporter au quotidien. On va mettre en place de nombreux jeux de rôle pour savoir faire face dans le quotidien. On va apprendre à parler rétablissement. On va développer un réseau d'aide, un réseau de soutien pour tenir sur la durée. Et d'ailleurs, dans une autre table ronde, vous aurez l'association Promesse qui s'est créée derrière, qui vous racontera ce qu'est Promesse et tout ce qui est proposé par l'association après avoir fait le programme Pro-Famille. Le problème, Dominique, c'est que ce type de programme, aussi intéressant soit-il, aussi important soit-il, n'existe pas partout. Il n'est pas encore assez développé. Il n'est pas encore assez développé, même si on peut dire qu'actuellement, on a une 60aine d'équipes en France et 80 dans le monde francophone. Pour autant, pour que je vois des... Ah, j'ai envie d'avoir les mains des Pro-Famille, tous ceux qui ont participé. Ah, merci.
Voilà. Pour autant, on a besoin de le développer plus, de le faire connaître plus, parce que la psychoéducation familiale, dans de nombreux endroits, ne fait pas encore partie de ce qui est recommandé. Or, si on veut aider les proches malades, il faut accompagner les familles pour tenir sur la durée, pour leur apprendre comment faire, comment réagir, comment mieux s'en sortir au quotidien. Donc je compte sur vous pour nous aider à développer ce programme. Et ce qui nous amène à parler de la prise en charge de ces jeunes, de l'offre de soins, ou plutôt des difficultés d'accès aux soins en pédopsychiatrie. Florian Porta-Bonnette, il y a certains départements où la pédopsychiatrie n'existe tout simplement pas. C'est très inquiétant. Comment améliorer justement cette prise en charge des jeunes ? Oui, absolument. Bon, il n'aurait échappé à personne ici que l'offre de soins, c'est-à-dire la possibilité de consulter un professionnel de santé et notamment un médecin, est un sujet pour toutes les spécialités, et ça commence par la médecine générale, on en parle beaucoup en ce moment, et voilà. Donc c'est pas un sujet spécifique. En revanche, c'est un sujet qui est particulièrement aigu en psychiatrie en général, et j'allais dire encore davantage en pédopsychiatrie. Par exemple, on nous dit que la psychiatrie est la spécialité où l'inégalité de répartition territoriale des médecins est la plus importante. Là, je parle de la psychiatrie en général. Et en pédopsychiatrie, il y a une problématique qui est encore supérieure, qui est qu'on est face à une longue érosion démographique, c'est-à-dire à une baisse du nombre de médecins pédopsychiatres. Entre 2010 et 2022, donc à peu près en 10 ans, la France a perdu 30% de ses pédopsychiatres. Ce qui est considérable, c'est un chiffre énorme. Et ça fait quoi? Ça fait que dans certains départements, et Victor en parlait, la pédopsychiatrie a disparu. Vous l'avez dit, moi je viens donc du sud-ouest de la France, Bordeaux, pas très loin de chez nous, dans le Limousin, en Corrèze. En Corrèze, il n'y a plus de pédopsychiatre. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes parent, vous êtes enfant, vous avez besoin de consulter, vous ne pouvez pas consulter dans votre département un médecin qui est spécialiste dans ces troubles. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Les solutions, parce qu'évidemment, on est aussi là pour parler des solutions, elles passent par quoi? Bon, d'abord, il y a la réflexion sur la médecine en général, comment faire pour que les professionnels de santé soient mieux répartis sur le territoire, mais je ne rentrerai pas dans ce débat brûlant aujourd'hui. Et puis, il y a des affaires un petit peu plus spécifiques. Par exemple, peut-être qu'il faut qu'on forme un petit peu mieux les médecins généralistes à la psychiatrie et à la pédopsychiatrie. Par exemple, peut-être qu'il faut qu'on aille vers une graduation, donc une organisation de l'offre de soins un petit peu plus opérante, voyez, avec une sorte de premier niveau de soins qui mobiliserait les médecins généralistes, les psychologues, les infirmiers. Et puis pour les situations un petit peu plus complexes, la psychiatrie générale serait mobilisée. Et puis pour les situations encore plus complexes, une psychiatrie surspécialisée. Voyez, peut-être qu'il faudrait qu'on progresse un peu sur cette graduation, y compris en pédopsychiatrie. Voilà 2 pistes. Il y en aurait 1000 autres face à un sujet majeur. Une meilleure aussi information auprès des parents. Alors bien évidemment, il y a le programme de psychoéducation, mais j'ai vu aussi dans certains CHU directement en fait, des professionnels de santé un peu désarmés parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge tous les adolescents et jeunes adultes, et qui aussi délivraient de l'information, des petites fiches pratiques aux parents pour repérer les premiers troubles. Là aussi, c'est une idée. Oui, absolument. Là, en fait, ce dont vous parlez d'une sorte, en effet, d'information, de sensibilisation, c'est-à-dire comment dépister mieux. Et donc, certaines équipes, peut-être autour de la table d'ailleurs, ont créé des sortes de fiches qui disent, ben voilà, quand mon enfant présente tel et tel symptôme, telle et telle chose, et ben peut-être qu'il faut d'abord, s'en inquiéter, peut-être qu'il faut aller vers un recours aux soins, peut-être qu'il faut aller consulter un médecin généraliste. Et ça, ce que vous indiquez, c'est en effet la première étape. C'est-à-dire, pour arriver aux soins optimales et adéquates, eh bien, la première étape, c'est juste repérer. Et ces outils de dépistage, d'information auprès du grand public et des parents, notamment, évidemment, sont une très bonne chose. Et Frédéric Asbart, vous appuyez aussi sur des acteurs qui sont au contact des adolescents ou des jeunes adultes, des médecins scolaires, des éducateurs de rue. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu, justement, s'il vous plaît? Oui, alors vraiment, on a un gros travail de réseau localement. Disons que ce qui est important dans le cadre des troubles psychiatriques, c'est vraiment le délai d'intervention. Ça a été largement démontré qu'il était déterminant sur le pronostic.
Donc on a tout intérêt à tisser des partenariats forts pour agir vite. À titre d'illustration, sur la métropole de Lyon, on travaille avec la Maison des adolescents, les services de santé de l'université, les points accueil écoute jeunes, les missions locales, vous avez cité les éducateurs de rue. Enfin, les partenaires sont très nombreux. On essaye de les former à détecter et à déjà faire finalement un premier niveau d'orientation vers le soin et vers un soin qui est gradué en intensité. À titre d'illustration, on leur communique des outils assez simples d'utilisation pour qualifier les situations. Dans un certain nombre de cas, on va orienter les jeunes vers des dispositifs de psychiatrie générale et nous, on va les prendre en charge à partir du moment où ils vont présenter des signes un petit peu plus préoccupants, notamment des anomalies perceptives, des perturbations des croyances. Et à partir de là, on les accueille, on évalue un peu plus en profondeur la situation. Dans certains cas, ça va être surtout un accompagnement à la gestion des émotions, à la réduction de la charge de stress. Dans d'autres cas, on va se retrouver dans des manifestations plus sévères qui nécessitent un traitement pharmacologique et une prise en charge intensive. Ce qu'on propose, on va dire la prise en charge peut-être la plus intensive dans ces cas-là, c'est du case management avec un infirmier, un éducateur qui va accompagner ces jeunes pour les inscrire dans un parcours de soins qui peut aller jusqu'à 3 ans. Où on va tout faire pour aider le jeune à se rétablir et à surtout rester inséré dans son parcours de vie. Alors c'est vraiment important de faire ça parce que vraiment l'évolution des troubles et le pronostic va vraiment être lié donc, et à la précocité et à l'intensité des soins. On sait que des manifestations psychotiques à bas bruit, comme des hallucinations, des perceptions aberrantes que j'évoquais tout à l'heure, ça peut tout à fait se résoudre, mais ça peut aussi évoluer vers des pathologies plus sévères comme la schizophrénie. Et justement, on a beaucoup parlé il faut parler du tableau clinique. Qu'est-ce qui a évolué ces dernières années? On a beaucoup parlé du Covid et de l'augmentation justement de ces troubles psychiatriques. Frédéric Asbart, qu'est-ce que vous voyez au quotidien et qu'est-ce qui a changé un peu ces dernières années? Alors, concernant le Covid, alors c'est peut-être même encore un peu tôt pour en voir les conséquences, parce que finalement, on peut imaginer que le Covid ait impacté la trajectoire neurodéveloppementale de nombreux jeunes, et finalement que certaines conséquences soient encore visibles dans les années à venir. On aura probablement encore beaucoup de choses à apprendre. Pour le moment, ce qu'on observe beaucoup, c'est une augmentation de tout ce qui est comportement autodommageable, je dirais, les conduites suicidaires, les automutilations, et une forte recrudescence des troubles anxieux et dépressifs. Ce n'est pas forcément encore quelque chose qui s'est traduit en termes de majoration des troubles psychotiques, mais on peut tout à fait imaginer que ça ait des conséquences un peu plus retardées. Et dans les comportements addictifs aussi, justement, chez les jeunes, le refuge près des écrans, vous en parliez tout à l'heure, des réseaux sociaux, ça c'est quelque chose aussi que vous constatez au quotidien? Oui, absolument. Donc, parler de Covid, c'est aussi parler de l'essor du virtuel, en fait, du virtuel, des écrans, dont on sait que le temps passé derrière un écran pour les jeunes a vraiment connu un pic au moment du Covid, et pic qui s'est maintenu. C'est assez incroyable quand même. C'est-à-dire que dans nos services d'urgence psychiatrique sur le territoire, on a vu une vague, puis une déferlante, c'est-à-dire un truc qui se maintenait, et une explosion du nombre de passages aux urgences pour des patients jeunes, et notamment des patientes jeunes, avec une explosion des consultations et des hospitalisations dans la tranche d'âge 11-14 ans, et notamment chez les filles, et avec des comportements très particuliers, et je rejoins Frédéric, qu'on comprend encore pas très bien, énormément de scarification, énormément de passages à l'acte agressif, et ça on le comprend pas. Et dans les facteurs explicatifs, peut-être qu'il y a un effet biologique du Covid qui se met sur le cerveau, peut-être qu'il y a tout un tas de trucs, et il y a aussi les
les écrans. Le professeur Amine Banyamina a remis un rapport au président de la République collectif qui vient d'arriver. Alors on croirait que c'est fait exprès, mais bon. Rapport au titre proustien. Écran à la recherche du temps perdu. C'est quand même très beau, c'est quand même très beau. Et c'est en plus très vrai, respect, qui montre en effet le temps passé devant les écrans est très important. 5 heures par jour entre 16 et 19 ans, je crois, en plus du temps scolaire, d'ailleurs, ce qui est absolument considérable, et avec des préconisations très fortes. Pas de téléphone, ou plutôt pas de téléphone avant 11 ans, pas d'Internet ou peu d'Internet avant 13 ans et pas de réseaux sociaux, je crois, avant 15 ans. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire que c'est un enjeu énorme et sans doute le Covid, vous voyez, il y a une intrication entre le Covid et ça. Autre thématique importante, celle de l'alimentation. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions, Guillaume Font, à ces âges-là aussi qu'on peut prendre de mauvaises habitudes sur l'alimentation et qui va avoir des conséquences vraiment très importantes sur les troubles psychiatriques. Alors les mauvaises habitudes, elles commencent dès la conception, hein. Donc elles n'arrivent pas qu'à l'adolescence. Et on marche un peu sur la tête, parce que là on parle des réseaux sociaux à partir de 15 ans. Moi je trouve que c'est encore très jeune en fait, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On est très vulnérable encore à 15 ans. On n'a pas du tout... La maturation du cerveau, c'est 21 ans. Hein. Donc même sur le plan biologique, dans d'autres pays, la majorité est à 21 ans. Et il y a une logique biologique à ça. Donc la protection du cerveau de nos jeunes, c'est une priorité. Je travaille dans une équipe de santé publique et on a publié les données justement de santé publique du Système national des données de santé. Donc ça a été publié en janvier de cette année, qui montre effectivement l'explosion des troubles mentaux chez les jeunes. On est allé jusqu'à 25 ans, donc les adolescents et jeunes adultes compris. Et ça commence à partir de 6 ans. Et c'est beaucoup plus marqué chez les filles, comme on vient de le dire, avec une explosion des consultations de psychiatrie, une explosion des consommations de psychotropes aussi, des antidépresseurs, y compris aussi des médicaments très lourds, comme du lithium, un régulateur d'humeur, des antipsychotiques. Donc on n'est pas sur de la petite pathologie. Et effectivement, parmi les phénomènes, l'exposition aux écrans qui s'accompagne donc de sédentarité. Il faut rappeler en fait un mode de vie qui impacte notre santé mentale et on a déconnecté notre mode de vie de notre santé et de notre santé mentale. On est dans une folie qui est de dire que le cerveau serait le seul organe du corps à ne pas dépendre de notre alimentation. Et ça, toute la santé mentale actuellement est organisée comme si l'alimentation n'était pas un sujet. Mais c'est en train de changer un peu quand même. Et c'est en train de changer. Les consciences s'éveillent. J'ai beaucoup de retours de personnes qui disent que ça ne va pas assez vite dans les pratiques, en fait, qu'il y a une incompréhension de la part de professionnels qui ne connaissent pas le sujet. Et c'est normal parce que c'est un sujet en pleine explosion. En fait, on est sur vraiment... Donc la psychonutrition, c'est l'influence de la nutrition sur la santé mentale. Stress, anxiété, dépression, troubles de l'attention, troubles du sommeil, et puis plus tard, on en parlera, déclin cognitif. Et donc, dans l'étude alimentale, alimentation, activité physique et santé mentale, 20 000 participants. On a tous les âges à partir de 18 ans. Et chez les 18-34 ans, la consommation de produits ultra transformés, donc c'est ces produits où vous ne reconnaissez pas les aliments de départ, où il y a plus de 5 ingrédients, où il y a beaucoup d'ingrédients que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas dans votre cuisine. Et donc ces produits bourrés de sucre caché, de graisse saturée, augmentent de 21% le risque de dépression à la fois chez les hommes et chez les femmes. Et les femmes restent vulnérables après 35 ans, on en parlera plus tard. Donc on a vraiment un enjeu de santé publique parce que nous, dans nos consultations, on essaye de parler de l'alimentation recommandée pour la santé mentale, qui est l'alimentation méditerranéenne, donc qui ne devrait pas être compliquée à mettre en place, puisque là, en l'occurrence, nous sommes à Cannes. Et on sort dans la rue avec des panneaux publicitaires en fait, qui nous montrent des produits ultra transformés, bourrés de sucre caché, de graisse saturée. Et on sait que les sodas sucrés augmentent le risque de dépression, donc les méta-analyses d'observation, parce que ce n'est pas éthique de faire des essais où on administre du soda sucré quand on sait les conséquences sur la santé à des personnes, donc on n'a pas d'essais contrôlés randomisés, mais les études d'observation ont le plus haut niveau de preuve pour montrer que les sodas sucrés augmentent le risque de dépression, et nous on retrouve aussi dans l'alimental d'anxiété et de troubles de l'attention. Donc on a des choses très directes, en fait, des conséquences très directes dans la vie des personnes qu'on peut changer en termes de prévention, et ça demande aussi une volonté politique. Et justement, lors de vos consultations, comment le reçoivent les parents, puisqu'on parle encore là du coup des jeunes adultes, ou même des jeunes adultes, comment ils le reçoivent quand vous leur parlez de l'alimentation et de toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la santé mentale? Ils en ont conscience ou pas encore?
Alors moi actuellement je donne plus de consultations parce que je me consacre à la recherche. Par contre j'ai beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux justement. Et donc en fait les personnes sont des personnes concernées et souvent déjà convaincues et qui par contre m'expriment leurs difficultés à accéder au changement pour leurs proches. Donc typiquement en fait c'est des mères de famille qui me demandent comment je fais avec mes ados. Et ça, c'est des vraies problématiques de société. C'est-à-dire que quand on a des sportifs qui posent en fait à côté de marques de soda, de marques d'alcool, et qu'ils sont érigés voilà, en égérie de la jeunesse, ou des influenceurs, des influenceuses qui donc ont des publicités ciblées, en fait, des placements de produits ciblés. Ça, c'est inacceptable en fait d'un point de vue. Enfin, on marche sur la tête en fait. Comment effectivement aider son adolescent à bien manger quand on est dans une société qui nous pousse à ingérer des substances qui sont nocives. On parle de produits ultra transformés, on ne parle plus d'aliments ultra transformés. Et on a enlevé l'étiquette d'aliment à ces produits qui détruisent notre espérance de vie, qui détruisent nos dents avec les sucres cachés, mais qui maintenant, on le sait, détruisent notre cerveau en fait. C'est un enjeu vis-à-vis de la dépression, notamment qui est la maladie la plus fréquente, la plus impactante. On a parlé de l'âge de début, effectivement, des plus grandes maladies mentales entre 15 et 25 ans. Et effectivement, il y a l'élagage synaptique dont on a parlé. Le cerveau va choisir les synapses qui fonctionnent en fait à l'adolescence. Si ce cerveau il est placé en mode d'inflammation permanente, parce que c'est quoi l'inflammation chronique de bas grade? C'est en fait une réaction du corps face à une agression. Et c'est quoi la première agression? C'est une alimentation ultra transformée qui est pauvre en nutriments, qui va créer une inflammation au niveau du microbiote intestinal. Donc l'axe intestin-cerveau, maintenant, il est bien connu. L'intestin communique avec le cerveau par le nerf vague, mais aussi par le système immunitaire. Donc un microbiote affaibli, ça va affaiblir le système immunitaire. Et donc le corps va se défendre en fait, face à tout ça. En fait, il n'est pas calibré pour absorber ces produits de l'agro-industrie. Et le problème, c'est que ce n'est pas le problème des industriels de gérer la santé, et ce n'est pas le problème de la santé de gérer l'alimentation. Donc en fait, tant qu'on n'arrive pas à réunir la santé et l'agronomie ensemble, on rate complètement la cible. En fait, on a des nutriments en fait, qui sont en chute libre dans l'alimentation. On a des conditions, par exemple, pour les légumes élevés hors sol, en fait, on sait qu'ils sont beaucoup plus pauvres en nutriments. Il y a les conditions de conservation, de transport. Et donc, notre alimentation est moins nutritive qu'il y a 40 ans. Les poissons sont un bon exemple aussi. Les poissons sont moins riches en oméga 3. On parlait en fait des scarifications chez les jeunes filles. Les essais montrent, quand on regarde à la fois dans la dépression bipolaire, dans le trouble borderline, qui est un trouble de régulation des émotions avec beaucoup d'auto-agressivité, et notamment chez les femmes et chez les jeunes filles, que les oméga 3 améliorent la régulation émotionnelle. Il y a plusieurs essais contrôlés randomisés. Dans la dépression, on a le plus haut niveau de preuve, dépression bipolaire juste en dessous et borderline juste en dessous. Et en fait, donc on a 4 essais contrôlés randomisés pour le trouble borderline qui montrent qu'administrer des oméga 3 en forte dose diminue les comportements d'impulsivité ou d'auto-agressivité. Et les effets indésirables, c'est zéro en fait par rapport à des psychotropes, parce que le problème qu'on a chez les jeunes, c'est que les psychotropes ont énormément d'effets indésirables en plus chez les jeunes. C'est-à-dire que les anxiolytiques vont augmenter l'impulsivité et le passage à l'acte suicidaire s'il y a des idées suicidaires. Les antidépresseurs vont aussi parfois augmenter certains effets indésirables. Il y a une augmentation du risque suicidaire dans les 28 jours qui suivent l'instauration et les 28 jours qui suivent l'arrêt. Et en plus, on n'a pas une bonne réponse chez les moins de 25 ans. Donc il y a vraiment un débat autour de la prescription d'antidépresseurs chez les moins de 25 ans où voilà, il faut vraiment faire très attention. Et on a eu tous les débats qui sont venus des États-Unis aussi avec les meurtres de masse. Enfin, voilà, il y a tout un enjeu en fait sur la protection du cerveau de nos jeunes. Et pour moi, en fait, la première des protections, c'est une alimentation non transformée. Et ça, c'est une lutte quotidienne. Moi, je suis jeune papa. C'est terrible de ne pas faire rentrer le sucre dans son alimentation. Enfin, il y en a de partout. Quand on parle des sucres cachés, je vous invite vraiment à regarder les étiquettes des ingrédients.
On ne s'attend pas, par exemple, à trouver du sucre dans du guacamole. Le guacamole, c'est de l'avocat, en fait. Normalement, il n'y a pas de sucre dans l'avocat. Et vous regardez 2 marques de guacamole, il y en a une qui a du sucre et une qui n'en a pas, en fait. Donc, c'est vraiment, quand on parle de sucre caché, ils sont vraiment bien cachés. Merci pour ces explications, c'est passionnant. Et on se rend compte aussi que la prise de conscience politique n'est pas encore là quand on voit le recul de la Commission européenne, notamment sur le Nutri-Score. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. On va faire un saut dans le temps chez l'adulte actif avec parfois des situations d'épuisement professionnel quand on sait que 8 salariés sur 10 ressentent de la fatigue mentale due aux exigences et aux pressions de leur travail. Là aussi, c'est un motif d'inquiétude, Florian Porta-Bonnette. Oui, absolument. Donc, dès lors qu'on passe en fait à l'âge adulte, eh bien évidemment, des responsabilités nouvelles apparaissent, dont la responsabilité professionnelle et du travail. Et là, on arrive sur un sujet d'importance qui est celui du burn-out, en français le syndrome d'épuisement professionnel, dont finalement on parle de plus en plus, et cela maintenant depuis plusieurs années. Et donc on voulait un tout petit peu vous en parler pour illustrer une des problématiques de santé mentale et de psychiatrie à l'âge adulte. Le burn-out, il a été défini dans les années 70-80. Il y a plusieurs auteurs, notamment une dénommée Maslach, qui a dit, parfois le travail fait, la profession fait, qu'on se consume, comme si on se consumait de l'intérieur. Vous voyez, c'est ça un peu le sens du burn-out. Okay, et elle dit, il y a 3 grands axes dans les situations d'épuisement professionnel. Eh bien, parfois, le travail fait qu'on apparaît épuisé au niveau de ses émotions, donc un axe d'épuisement émotionnel, fait qu'on a une sorte de cynisme qui apparaît par rapport à sa situation d'exercice et fait en fait plus largement que l'accomplissement personnel que l'on a dans le travail diminue. Et ça, c'est les grands éléments qui vont caractériser le burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel. Alors, ça émerge dans la deuxième partie du XXe siècle et puis ça a ensuite une importance croissante à juste titre, avec notamment le débat, peut-on considérer que le burn-out est une maladie professionnelle, oui ou non, et c'est un champ de controverse qui, à ce jour, n'est pas encore tout à fait tranché. Pourquoi c'est important ? Parce que une fois qu'on parle d'épuisement professionnel, on peut continuer et on peut décliner. On commence à parler aujourd'hui de burn-out parental ou d'épuisement parental. Et on voit d'ailleurs que parfois l'un et l'autre sont liés. On parlait du rôle de parents tout à l'heure avec Guillaume et Victor. Il y a un super papier qui est paru dans Le Monde de samedi dernier, interview d'un sociologue, Romain Delès, qui dit la France est championne d'Europe du pessimisme parental. Quand on interroge les parents français sur les conséquences d'avoir un enfant, c'est en France, parmi tous les pays européens, que les chiffres négatifs, par exemple, l'enfant est une charge, par exemple, l'enfant va m'empêcher dans ma carrière professionnelle, sont les plus importants. Voyez ? Et ce que dit le sociologue, c'est que ce pessimisme parental est peut-être la conséquence un peu cumulée, vous voyez, il y a de l'épuisement professionnel et parce qu'il y a de l'épuisement professionnel, eh bien, la part finalement d'accès d'abord au rôle parental est compliquée, et pas simple, et complexe, voyez. Et donc il fait un lien. Tout ça pour dire que la profession et l'épuisement professionnel n'est pas un truc en silo qui concerne que les jobs, que la profession, mais c'est un truc qui a des conséquences très larges jusqu'au rôle de parent, et on pourrait en détailler bien d'autres. Et ça veut dire aussi, vous me disiez en préparant cette table ronde, l'importance de considérer la psychiatrie comme une discipline sociétale, de l'élargir aux autres champs que sont la sociologie, l'organisation du travail, par exemple. Oui, absolument. C'est un de mes combats. Guillaume en parlait d'ailleurs avec l'alimentation. Le cerveau est fondamentalement un organe social. Est fondamentalement un organe sociétal. C'est-à-dire que sur le cerveau viennent se mettre tout un tas d'enjeux, tout un tas de dimensions, tout un tas de participations qui dépendent de la société dans laquelle on vit. Et moi, j'en suis convaincu, notre discipline, la psychiatrie,
a un champ passionnant qui est celui des neurosciences, qui est celui de la neurobio. Moi, je viens plutôt d'une école d'ailleurs bordelaise qui est plutôt neurobiologique, mais elle ne peut pas se concevoir si on ne fait pas parfois un pas de côté et si on n'intègre pas dans la psychiatrie, dans la santé mentale, une réflexion sociologique, une réflexion philosophique et une réflexion, pour ce qui nous concerne là sur le sujet du moment, d'organisation du travail presque économique. Oui, parler du burn-out entre psychiatres, c'est bien, mais si on ne convoque pas le monde du travail, si on ne convoque pas les entreprises, si on ne convoque pas l'organisation du travail, eh ben, ce sera vain. Et là aussi, Dominique Villard, dans ces questions d'épuisement professionnel, dans les questions de parentalité, le programme Pro-Famille prend également tout son sens. Tout à fait. Le programme Pro-Famille a toute sa place parce que dans Pro-Famille, on évalue ce qu'on fait. Alors, je vous ai dit que sont présents ce qu'on appelle les aidants. Et on a montré qu'il y a une efficacité sur ce programme sur la dépression. On a évalué qu'à peu près la moitié de nos participants souffrent de dépression. Et à la fin du programme Pro-Famille, on améliore de 30 à 50% cette dépression. La dépression, ce qu'on disait tout à l'heure, ça a des effets dans le quotidien. Ça veut dire qu'on améliore aussi le fait en diminuant le nombre de jours d'arrêt de travail. On a aussi un effet sur le proche malade qui n'est pas présent. Et pour autant, Pro-Famille, c'est le seul programme de psychoéducation familiale qui a montré que ça permet de diminuer par 2 le nombre de tentatives de suicide. Quand on sait que dans la schizophrénie, le nombre de tentatives de suicide est augmenté et est autour de 7% au lieu de 2 à 3%, si on diminue par 2, ça donne quand même une appréciation extrêmement positive. On a aussi montré que ça permet de diminuer par 2 le nombre d'hospitalisations du proche malade. Donc, toutes ces évaluations permettent de montrer que la psychoéducation familiale est extrêmement importante. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'effectivement, nous aussi, on travaille sur toute l'alimentation, sur le fait que notre cerveau, on a besoin de le nourrir, que l'alimentation, c'est le carburant. Et je rajouterais qu'en tant qu'aidant, en tant que parent, on est crédible que si on applique pour soi-même ce qu'on prône pour nos enfants. Merci pour cette transition, Dominique Villard, avec Guillaume Font. Justement, vous me disiez aussi en préparant cette table ronde qu'à 30-40 ans, on est justement avec l'adulte actif, on en parle depuis quelques minutes, on commence un peu à payer l'addition. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? En fait, il y a un effet cumulatif de l'alimentation au cours de la vie. Donc, il y a beaucoup de jeunes personnes, quand je dis jeunes 20-30 ans, qui ne se sentent pas concernés par la question de l'alimentation parce qu'ils n'en voient pas les effets directement. Ils se disent c'est une problématique, c'est comme le tabac d'ailleurs, et je précise, le tabac c'est exactement la même problématique, c'est qu'on a une banalisation du tabac en santé mentale alors que le tabac multiplie par 2 le risque de dépression et que les fumeurs sont plus dépressifs que les non-fumeurs. Et c'est absolument écarté de beaucoup de questionnements et de prise en charge, y compris chez les soignants en santé mentale. Et pour l'alimentation, en fait, notre cerveau a des besoins structurels. En fait, une prise de conscience que j'ai eue très tardivement, c'est que le cerveau ne peut pas faire de stock. Il n'a pas d'organe de stockage des nutriments. Donc l'exemple des minéraux, on peut stocker le fer parce que le fer donc, est responsable pour la synthèse de l'hémoglobine et que si on n'a pas d'oxygène, on meurt. Donc on a du stockage de fer et on peut doser le stock de fer. On ne peut pas doser le stock de zinc car on n'a pas de stock de zinc dans le corps. Et il y a des neurones glutamatergiques, donc le glutamate c'est un neurotransmetteur de l'excitation, qui fonctionne uniquement avec du zinc. Et donc on a comme ça, donc, des nutriments, la vitamine D, les oméga 3, le méthylfolate, qui est une forme de bénéfactive, qui sont tous dans les recommandations de 2022 de la Fédération internationale des sociétés de psychiatrie biologique. Donc ce n'est pas un épiphénomène, ce sont les recommandations internationales et ça a beaucoup de mal à percer en France. Il y a une résistance, alors je ne sais pas d'où elle vient, alors qu'on a des nutriments qui ont un profil bénéfice-effet indésirable excellent, bien meilleur que beaucoup de molécules psychotropes qui ont des effets indésirables
en termes de troubles métaboliques et de prise de poids, et surtout qui sont accessibles très rapidement. Et donc le problème, c'est la question du remboursement, hein, qui est souvent une barrière. Et l'autre problème, c'est de devoir prendre plusieurs compléments alimentaires différents, parce que donc on parle de compléments alimentaires, et que en termes d'observance, ça pose des problèmes. Donc il faut des solutions faciles en fait à observer, parce que dans les suivis en fait qu'on a, donc moi, je suis responsable d'un centre expert pour la dépression résistante, donc la dépression qui ne répond pas aux antidépresseurs, et d'un centre expert pour la schizophrénie. Et donc la problématique de toutes les personnes qui viennent me voir, c'est justement, j'ai essayé 1, 2, 4, 5, 10 antidépresseurs qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, il faut reprendre tout ce qu'il y a dans l'assiette, et bien sûr tout ce qui va à côté, l'activité physique, la lutte contre la sédentarité, comprendre que ce n'est pas la même chose. On peut être actif et sédentaire en même temps, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, avec des métiers très sédentaires et en pratiquant une activité physique. Et puis aussi la luminosité, savoir que des éclairages artificiels, ça ne suffit pas à stimuler la rétine et que ça peut induire des dépressions saisonnières. Et puis la connexion à la nature, qui n'est pas toujours évidente en fonction de son lieu de vie ou de ses capacités physiques. Il y a énormément de choses en fait, qui vont influencer notre santé mentale, notre connexion sociale. Donc on parlait des réseaux sociaux qui nous déconnectent paradoxalement en fait, du vrai contact, en fait, avec des contacts virtuels, mais qui ne produisent pas les mêmes effets. Les études le montrent en fait, que des contacts en vie réelle. Et donc l'alimentation, en fait, c'est pour moi la base de tout. C'est-à-dire que si on veut commencer à avoir suffisamment d'énergie, de motivation, il faut commencer par apporter le carburant à son corps pour bien fonctionner. Et c'est ça la problématique actuelle de notre société. Un mot sur le régime méditerranéen dont vous parliez tout à l'heure, qui est, plusieurs études l'ont montré, le régime en tout cas qui serait le plus efficient, le meilleur régime. Alors maintenant on est passé au niveau de preuve d'intervention, parce que autant pour les produits ultra transformés, les sodas, on ne peut pas faire des essais. Par contre, mettre en place une alimentation méditerranéenne, donc on a des collègues espagnols à Barcelone qui ont publié une méta-analyse, donc c'est une collection d'études des essais contrôlés randomisés qui ont été conduits. Donc il y a eu plus de 1000 personnes dans cette méta-analyse et qui conclut à l'efficacité de mettre en place une alimentation méditerranéenne pour améliorer la dépression. Mais ce que montrent ces essais aussi, c'est que c'est compliqué de le mettre en place et que même quand on est dans une étude, avoir l'observance, c'est pas facile. Et changer ses habitudes alimentaires, on le sait tous, c'est pas facile. Parce que l'assiette, c'est vraiment culturel, c'est vraiment une habitude ancrée. Très important, il faut garder le plaisir dans l'alimentation. L'hédonie, c'est très important, notamment dans la dépression, parce qu'on a un problème de manque de perte de plaisir. Donc on va pas. Enfin moi, j'ai une patiente qui m'a marqué un jour parce qu'elle s'est effondrée en larmes en me disant mais vous voulez m'enlever ma plaquette de chocolat alors que c'est la seule chose qui me maintient actuellement. Et là je me suis dit que j'avais tout raté. Et donc maintenant je ne parle plus de chocolat. Et surtout depuis en fait les mécanismes montrent, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que le chocolat est bon pour la santé mentale à condition en fait qui soit riche en flavonoïdes, en polyphénols. Donc c'est 1 du chocolat noir et 2 plus de 70% de cacao. Et moi je suis parmi les radicaux, je suis à 95 ou 100%. Un tout dernier petit mot s'il vous plaît, et surtout un petit mot optimiste justement quand vous donnez des conseils d'alimentation sur les réseaux sociaux. Et on sait que c'est très 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 difficile de justement de changer ses habitudes alimentaires. Vous parliez des enfants, de ces alimentations ultra transformées. On connaît les difficultés. Donnez-nous, s'il vous plaît, un petit peu d'espoir pour peut-être avoir un début de changement positif. Pas trop compliqué, s'il vous plaît. Il y a des choses très simples. Déjà dire, il vaut mieux une pomme qu'une compote de pomme, il vaut mieux une compote de pomme qu'un jus de pomme. Voilà. C'est des choses très simples, en fait. Quand on regarde les goûters, les collations, en fait, une poignée d'amandes, pour les apéritifs, par exemple, quand on reçoit des noix qui sont non grillées, non salées, donc des amandes, par exemple, très bien, des noix de cajou. Donc remplacer les chips par des noix, remettre des olives sur la table, ne pas consommer des légumes hors saison, donc en fait les tomates en hiver par exemple, il y a des choses où on est complètement déconnecté, on ne sait même plus quels sont les légumes de saison, donc en fait on est obligé de s'acheter des calendriers pour savoir c'est quoi les légumes actuellement, donc la fraise revient, là oui c'est vrai la fraise revient, non, mais ça montre à quel point notre société est complètement déconnectée en fait, on ne sait plus en fait quels sont les légumes de saison et les fruits de saison, et donc parce que justement on a tout sur les étals,
importés du Maroc, du Pérou, etc. Enfin, vraiment, on a créé en fait un monde fou, en fait. Et en fait, on demande simplement de revenir à la raison, en fait. On parle de punition, de dictature et de la santé ou dictature verte. Enfin, mais en fait, on parle juste de revenir finalement au meilleur du mode de vie de nos grands-parents, en fait. Parce que bon, nos grands-parents, ils ont été exposés à plein d'autres choses aussi qui faisaient qu'ils étaient en moins bonne santé. Mais il y avait quand même une partie qui était en fait vertueuse quand même dans leur mode de vie. Merci beaucoup. On fait encore un autre bond dans notre frise chronologique de la vie. Je vous donne tout de suite la parole à Antoine Piot. Vous êtes professeur de gériatrie au CHU de Toulouse. Le risque suicidaire, vous me disiez, est très important chez les personnes âgées et pourtant, elles sont souvent trop mal soignées, trop mal prises en compte. Alors effectivement, on parle énormément du risque suicidaire chez les jeunes, notamment les 18-25 ans, parce que c'est la première cause de mortalité, si je ne dis pas de bêtises, avant les accidents de la route. Mais en réalité, ce risque, il est supérieur chez les plus de 65 ans. Donc c'est masqué par le fait qu'ils meurent d'autres choses, mais pour autant, c'est présent. Et c'est vrai qu'on a énormément de mal. Alors, la gériatrie est une discipline relativement récente, contrairement à ce qu'on croit. Et on a encore du mal à faire reconnaître par les psychiatres l'urgence et la nécessité de la prise en soin des personnes âgées dépressives. Ça, c'est l'un des sujets, mais peut-être que je ne vais pas commencer par ça, je vais peut-être rebondir sur ce qu'ont dit mes confrères. Le sujet numéro 1 actuellement chez les personnes... Alors, on ne sait pas ce que c'est une personne âgée. Moi, je ne sais pas définir le vieux aujourd'hui. Et en 2025, personne ne sait le faire. Donc, parce qu'en réalité, l'âge chronologique, suite de votre carte d'identité, est complètement décorrélé de votre âge réel, l'âge de vos cellules. Donc, aujourd'hui, on est assez en difficulté. Il y a même une grosse étude en cours à Toulouse qui s'appelle l'étude Inspire, qui cherche à découvrir les biomarqueurs de l'âge, c'est-à-dire avec une prise de sang, savoir vous dire quel âge vous avez. Et aujourd'hui, encore une fois, on ne sait pas le faire. Donc vous pouvez avoir 80 ans et avoir les cellules de quelqu'un de 60 ans, et inversement, avoir 60 ans et avoir les cellules de quelqu'un de 90 ans. Et pour l'instant, on sait juste l'approcher. Donc grosso modo, on va parler des plus de 75 ans, ça sera plus simple. Donc chez les plus de 75 ans, je ne pense pas être très loin de la réalité si je dis que plus de la moitié prennent un psychotrope. Ce qui n'est pas franchement normal. On a affaire à une joyeuse bande de toxicomanes qui s'ignorent. Qui s'ignorent, mais quand face à face, en consultation, on dit ça aux gens, on leur dit écoutez, vous êtes un ou une toxicomane, ça les fait marrer et ils disent oui, c'est vrai. C'est vrai que je prends ma benzodiazépine tous les soirs depuis 20 ans, je ne sais pas trop pourquoi, et ça n'a pas changé ma vie, et quand je l'arrête, je ne suis pas bien, je fais un syndrome de sevrage comme un héroïnomane. Donc, une fois que... Alors, c'est pas une critique du médicament. Je pense clairement qu'il y a une politique du tout médicament assez ancienne qui a été très bien décrite. Il y a d'autres solutions. Il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, il y a le sevrage tabagique. Il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Parce que, comme ça a été très justement dit, ça implique la conduite du changement et il n'y a rien de plus difficile que de changer les habitudes des gens. Et c'est beaucoup plus facile de faire une prescription, ça prend 12 secondes. Et malheureusement, le résultat, il est là. Et alors c'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui prennent des psychotropes qui ne devraient pas en prendre et il y en a qui devraient absolument en prendre qui n'en prennent pas. Donc il y a les deux qui cohabitent, ce qui rend le sujet très complexe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours pour que ça vous parle? Quand le soir je prends, allez je vais dire des noms de molécules, de médicaments plutôt, un Seresta, un Temesta, un Lexomil ou je ne sais quoi pour dormir. Chez quelqu'un de plus de 75 ans, chez beaucoup d'entre vous, il faudra 150 heures pour l'éliminer. Ça veut dire que le lendemain matin, quand vous aurez du mal à vous réveiller, le lendemain après-midi, quand vous serez très fatigué, il est très probable que ce soit le médicament de la veille ou de l'avant-veille qui agisse encore. Si vous avez des troubles de mémoire, c'est peut-être pas que ça, mais ça peut être ça. Puisque par définition, une benzodiazépine, c'est amnésiant. Si vous tombez, c'est peut-être pas que ça, mais ça peut être ça. Parce que c'est myorelaxant, donc ça détend les muscles, et ça sédate, donc ça favorise le risque de chute. Donc très concrètement, ce n'est pas juste pour dire c'est pas bien. Concrètement, ça pose de vrais problèmes. Donc le premier sujet, je l'aborde par là, mais en fait le vrai sujet, c'est comment on différencie chez la personne âgée de plus de 75 ans le normal du pathologique, si tant est que le normal existe. Mais en fait, on a tendance à médicaliser beaucoup de situations de vie. Si je suis anxieux la veille d'un IRM qui va peut-être révéler un cancer, c'est normal que je ne dorme pas bien. Et prendre un somnifère, c'est peut-être pas une bonne idée.
Tout comme c'est peut-être pas une bonne idée de prendre un rail de cocaïne pour aller travailler. Si je viens de perdre mon mari et mon chien la même semaine, c'est normal que je sois très triste. C'est peut-être pas une maladie. Donc, pour autant, le deuil pathologique, ça existe. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut jamais prescrire d'antidépresseurs en situation de deuil. Ce n'est pas mon propos. Hein. Mais en fait, ça demande énormément de finesse, et de finesse aujourd'hui qu'on n'a pas, hein, pour être honnête. Hein. Donc ça, c'est le premier sujet. Une surconsommation massive de psychotropes. Un énorme brouillard entre ce qui est normal, ce qui relève de la vie, ce qui n'est pas normal, ce qui est médicalisé, ce qui est de la maladie. Et pour revenir à votre question... Pourquoi la santé mentale des personnes âgées est finalement un petit peu délaissée le troisième sujet, le troisième sujet qui est probablement le plus compliqué, c'est qu'avec l'avancée en âge, comme vous le savez, il y a de plus en plus de risques de développer une pathologie neurodégénérative. Donc Alzheimer est la plus connue, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a la démence à corps de Lévy, il y a les Parkinson atypiques, il y a les troubles cognitifs vasculaires chez les gens hypertendus, mal équilibrés, et qui induisent des signes de la lignée psychiatrique, si on peut dire. Donc des signes anxieux, des signes dépressifs, parfois des signes de la lignée psychotique, donc des délires de persécution, parfois quelques hallucinations. Et en fait, dans cette zone grise de la pathologie neurodégénérative très débutante, donc difficile à identifier, dans une population qui présente par ailleurs beaucoup de signes anxieux ou dépressifs, mais souvent on est vraiment en difficulté. Et c'est pas rare, même aujourd'hui, hein, moi j'ai eu le cas la semaine dernière, que par exemple une personne de 79 ans qui commence à avoir un délire de persécution finisse en psychiatrie, alors que clairement il ne s'agit pas du tout d'un problème psychiatrique, qu'il s'agit clairement d'une confusion, donc d'une décompensation cérébrale sur quelqu'un qui avait une fragilité préexistante, donc que ça soit un Parkinson, que ça soit des lésions vasculaires, etc. Et ça, encore aujourd'hui, en 2025, c'est très très mal pris en charge. Et finalement, la gérontopsychiatrie existe, où justement on a cette double compétence, à la fois psychiatrique et gériatrique, ou psychiatrique et neurologique. Mais ça reste des initiatives isolées. C'est-à-dire, alors mon voisin a une initiative dans son CHU, ça existe dans d'autres CHU, mais c'est pas du tout structuré, c'est pas du tout généralisé. Et là, on parle même plus d'accès aux soins, quoi. C'est vraiment des équipes très pointues qui prennent en charge des files actives de patients très faibles, alors qu'il faudrait cette compétence dans tous les accueils d'urgence de France et dans tous les cabinets de médecine générale de France. Et il y a aussi un manque de formation globale des soignants autour de la personne âgée qui aussi explique notamment cette santé mentale délaissée. Alors oui, alors là, pour le coup, c'est un reproche à faire aux gériatres. C'est vrai que la gériatrie, encore une fois, c'est une discipline très jeune. Hein. C'est-à-dire, il y a 20 ans, c'était... Bon, je ne veux pas dénigrer, mais il y a 20 ans, on faisait ça, qu'on ne pouvait pas faire autre chose, quoi. Et maintenant, c'est vraiment une discipline vraiment spécifique, avec une spécialisation spécifique, avec des unités de recherche universitaires spécifiques. Donc, et 20 ans en médecine, c'est très très court. Donc c'est une discipline qui s'est structurée récemment, et là maintenant qui commence à rayonner, autrement dit, qui commence à aller impacter la cardiologie, la réanimation, la pneumologie, etc. Donc tout ce travail est en cours, mais c'est vrai que les liens avec la psychiatrie ne sont pas encore très évolués. En fait, les liens les plus développés ont été faits avec les médecines d'organes somatiques, typiquement la cardiologie, la réanimation, parce que justement les réanimateurs étaient en difficulté pour décider qu'est-ce qu'une personne âgée, autrement dit une personne de 80 ans, quand est-ce que je la réanime, quand est-ce qu'il ne faut pas la réanimer. Donc ils voyaient bien qu'ils étaient en difficulté, ils ont eu besoin de nous. Mais ce travail effectivement d'acculturation, de partage de connaissances n'a pas encore eu lieu avec toutes les disciplines, et probablement que la discipline psychiatrique gagnerait à intensifier ses échanges avec la gériatrie, et inversement bien sûr. En 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Comment y associer une offre de soins justement psychiatrique correspondante alors même que c'est déjà délicat, Florian Porta-Bonnette? Oui, alors donc les liens entre la gériatrie et la psychiatrie, comme le disait Antoine. Alors, Antoine disait modestement que la gériatrie, il y a 20 ans, on faisait ça quand on ne pouvait pas faire autre chose. Alors c'est un peu vrai pour la psychiatrie aussi. Donc on a au moins ce point commun, mais bon, rassurez-vous, c'est plus du tout comme ça maintenant, hein, évidemment.
Ça dépend. Bon, non, c'est une question qui est très importante. En effet, vous l'avez dit, en 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. C'est une transition démographique majeure. Notre pays, on n'est pas les seuls, mais notre pays n'a jamais connu une telle transition démographique. Et le vrai sujet, c'est justement de faire un lien, en dehors du classement et du choix de spécialité, entre psychiatrie et gériatrie. À Bordeaux, mais ça a été fait évidemment dans 1000 autres endroits, on a créé récemment des équipes mobiles de psychiatrie qui se déplacent dans les établissements médico-sociaux et dans les EHPAD en premier lieu pour faire de la psychiatrie sur le terrain et en essayant d'avoir une approche large, une file active large et d'avoir un service rendu en conséquence. C'est-à-dire qu'on va voir les résidents des EHPAD, on parle avec les équipes soignantes, les médecins, les psychologues et on essaie de se dire, OK, comment de façon multicarte, multifactorielle, on peut agir pour que la situation psychique du résident se passe un petit peu mieux qu'elle ne se passe jusqu'à présent. Et bien ça paraît tout bête, mais dans plein de territoires, c'est pas le cas. Et finalement, même voilà, moi je parle de l'équipe dont je m'occupe, ça fait à peine quelques années. Le fait qu'un psychiatre écrive à un médecin généraliste. Les médecins généralistes me disent, mais en général, les psychiatres, ils ne nous parlent pas. Ils nous parlent pas. Et quand ils nous parlent, on comprend rien. Ils parlent dans un jargon, on comprend rien. Bon, vous voyez, donc se mettre dans un truc pragmatique, simple, dans l'intérêt du résident et dans l'intérêt du patient. Et pour terminer sur ce propos, je crois vraiment qu'il s'agit d'une mobilisation collective. Vous voyez, on parle de la grande cause nationale. Il faut que la grande cause nationale concerne aussi ceux qui peut-être parlent moins, ceux qui peut-être vont être moins militants. Et les personnes âgées en font partie, y compris dans les institutions. La grande cause ne doit pas s'arrêter à la lisière de l'âge. Vous voyez, nous, dans notre bouquin collectif La santé mentale enfance, les professeurs Vandel et Limousin ont écrit un chapitre militant sur la psychiatrie de la personne âgée qui est insuffisamment développée. Et quand on sait qu'un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2030, franchement, c'est une urgence de santé publique. Et une mobilisation collective. Les autres personnes de la table ronde arrivent, donc je vais juste demander un dernier mot assez bref à Guillaume Font aussi sur l'importance de l'alimentation aussi pour les personnes âgées, c'est capital. En 2 mots, méta-analyse publiée l'année dernière qui compare toutes les interventions pharmacologiques et non pharmacologiques dans la maladie d'Alzheimer, sur l'efficacité sur la symptomatologie, donc notamment sur le comportement et la mémoire. Le premier traitement qui arrive loin devant les autres, c'est les oméga-3 à forte dose. 2 méta-analyses qui ont été publiées sur la prévention de l'atrophie cérébrale et donc la consommation de compléments alimentaires dans le temps. La combinaison B6, B9, B12 est efficace. Donc 2 méta-analyses indépendantes des équipes de recherche indépendantes confirment que la combinaison des vitamines B9, B6 et B12 est efficace dans la prévention de l'atrophie cérébrale et donc du déclin cognitif. Et les oméga-3 aussi ont montré une efficacité dans une méta-analyse sur la prévention du déclin cognitif. Le déclin cognitif, c'est le déclin cognitif léger, c'est le stade qui précède la démence d'Alzheimer. Donc c'est là où on peut encore agir, parce que quand le diagnostic est posé, c'est déjà très tard, parce que ça veut dire que la maladie évolue depuis 15 ans. Donc il faut arriver vraiment très tôt. Et donc quand on parle du 3e âge en termes de nutrition, ça commence dès 60 ans parce que le microbiote en fait s'affaiblit quantitativement, donc ça c'est objectivable. Et donc le microbiote, donc le tapis de bactéries qu'on a qui tapissent notre intestin, nous aide à absorber les nutriments. Et donc la raréfaction de ce microbiote fait qu'il y a des difficultés d'absorption des nutriments chez les personnes âgées, ce qui explique aussi qu'ils ont encore plus besoin en fait de nutriments concentrés. Et juste un commentaire, oui. peut-être. Tout ça se trouve en supermarché, hein. Pas besoin de l'acheter 10 fois le prix en pharmacie. Merci Antoine Piot. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Un grand merci à vous 5. Merci à vous Dominique Villard, Guillaume Font, Frédéric Asbart, Antoine Piot, et merci à vous Florian Porta-Bonnette. Et merci, bonne Victor. journée à vous sur ce forum dédié à la santé mentale. Merci beaucoup.